Orange vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine. Réalisé par Dana Sayag. Dans cet épisode, nous allons découvrir les portraits de Nix, rappeur, de Madame Nassara, peintre, et de la petite Zota, danseuse. Direction le Sénégal, à la rencontre du rappeur Nix. Je m'appelle Nicolas Omar Diop, je suis Nix, un rappeur sénégalais. Avant même de décider de faire ça, je pense que je me voyais déjà le faire. C'est une histoire un peu marrante, c'est quand on a déménagé au Point E, mon oncle en fait, il m'a pris, on a fait le tour du quartier et tous les gosses de mon âge, il les a tous rassemblés et il a dit venez, vous allez créer un groupe de rap. Il s'est dit c'est une manière un peu de nous canaliser, de nous faire des activités on va dire saines. Et puis donc il nous avait imposé tous les après-midi de 14h à 17h répétition. Nous inconsciemment en fait, on nous apprenait la rigueur, le travail d'équipe. Parce qu'on était nombreux, on était une quinzaine, tout le monde rappait, dansait. Dans une chorégraphie, quand tu fais un mouvement, quand tu le fais mal ou quand t'es pas synchro avec les autres, tu fais 20 pompes. Donc il nous a vraiment mis dans un moule qui, nous, était un jeu pour nous, mais quelque part, ça nous a formés, en fait. J'ai tout appris au feeling. J'ai appris la musique à l'école, bien évidemment, mais en tant que matière, pas vraiment. Voilà, j'ai jamais eu d'instrument de musique à la maison. Ma grand-mère était prof de français. Elle avait une éducation super stricte, tu vois, donc elle était sur mes côtes tous les jours pour que je lise, pour que je fasse pas de fautes, etc. Et comme très tôt, voilà, j'aimais écrire, voilà, donc du coup, je me suis focalisé sur le rap. Aujourd'hui, même quand on est en studio et qu'on a envie de composer, si j'ai une mélodie, je l'enregistre sur mon téléphone, je la propose au beatmaker par exemple, ou si je sens qu'il faut une guitare sur le son, j'appelle mon guitariste, il vient, il joue, ou des trucs comme ça. Quand je vais en studio, je sais pas encore sur quel son je vais travailler, je sais rien, je pars, voilà, je suis une feuille blanche. On met le son, et voilà, je commence à chercher des vibes, des flows, des mélodies, des mots, et après, voilà, je mets mon casque, et je construis le morceau au fur et à mesure, quoi. Le dernier album, c'était pas mal samplé les rythmes africains, sénégalais en l'occurrence, beaucoup. Trouver un parfait mix avec les beats rap, on va dire, trap, etc. Et puis, ne pas avoir peur, quoi. Si vous entendez un truc qui est complètement barré, n'ayons pas peur à un moment de le mettre dans la sauce et d'essayer de sortir quelque chose de ça. Donc, du coup, dans l'album, tu as des influences reggae, soul, jazz, afrobeat. On est parti vraiment dans ce qu'on... Tu vois, pas de limite. Alléluia, 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 alléluia. J'ai sorti mon premier album en 2003. Il était en français. Dès qu'il est sorti, j'ai fait toute l'Afrique de l'Ouest. Francophone en fait. Le Mali, le Burkina, le Togo. Et les gars me disaient ouais, on aime bien le rap sénégalais, c'est cool. Mais toi, on aime particulièrement parce qu'on comprend tes lyrics et tout. Les gars chantaient mes punchlines sur scène et tout. Je me suis dit ça m'a ouvert un marché en fait que j'aurais peut-être pas eu en rappant en Wolof. Donc, si tu veux, d'un point de vue choix de carrière, c'était un choix smart quelque part. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a une réalité ici au Sénégal, c'est que le Wolof est vraiment la langue, parce que c'est une langue que je parle, et les gens ne comprenaient pas que je parle cette langue-là, mais que je rappe pas dans cette langue. Parce que le rap Wolof au Sénégal, c'est vraiment c'est une religion, quoi. À un moment, ça devenait un peu je sais pas dire un affront, mais c'était... c'est comme si je rejetais un peu ma culture, quoi, alors que c'était pas du tout ça. Mais au final, je les comprenais parce que quand tu as grandi dans cet environnement-là et que tout le paysage est comme ça, quelque part, à un moment, tu fais tâche, en fait. Et après, même si tu dis c'est un choix de carrière, etc., mais tu vois, les gens, ils s'en foutent un peu, tu vois. Et donc, comme ça revenait tout le temps et que mes fans me disaient « Ouais, on sait que tu sais rapper en Wolof, fais-nous un album en Wolof un jour, fais-nous un album en Wolof un jour. » J'ai dit ouais, vas-y, tu sais quoi, je le fais.
Et je l'ai fait, ça a marché, ça m'a reconnecté avec le public sénégalais. Et là, je viens de faire le deuxième qui a été nominé au Hip Hop Award pour meilleur album. Et en même temps, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, encore une fois. Et artistiquement, c'est intéressant. Et je pense que le Wolof aussi est une langue rappée d'une certaine manière. Ça peut vraiment sonner très punchy, quoi. Tiki moo lay uppercut doole yemul taamu li nga jot sama benn flow bi moo lay sot du ma ko bàyyi comme tapet bu lay kot sëriñ bi yàkk a ñaaw njot nee na sa chaîne de daaw la jot utal ginnaaw bu ñuul mais sans bopp te bés boo koy suul doo sol culotte plus muy gën a lëndëm plus ngay gën a jënd fii si gën a cune bëgg a tekki fu ne moo leen jaral lu ne show yi laa leen fu ne bés nu jin la gune non 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 booy doo assumer avec le grand frère Awadi, le big boss. Quel big boss? Ah. Toi, tu as des chaussures. Moi, j'ai même pas de chaussures complètes. Non, justement, c'est les boss qui font ça. Non, mes chaussures, elles sont pas complètes. Non, parce qu'il y a que les boss qui peuvent rentrer même en chaussettes au supermarché. Ouais, c'est ça, bien sûr. Nix, c'est le genre surdoué depuis qu'il est tout petit. Il a apporté beaucoup de fraîcheur au rap. Voilà, dans le rap sénégalais, c'est une de nos valeurs sûres. Parce que, voilà, ça, il est ouvert culturellement. Il ne s'arrête pas juste au truc local. Sa vision, elle est globale. Anne-Marie Sané, la mère de Nix. J'écoute tout le temps sa musique, même sur mon portable, quand on m'appelle, c'est la musique de Nix. Et les gens me disent, tu prends trop vite le téléphone, laisse-nous profiter de la musique de ton fils avant de décrocher. J'ai dit, donc du coup, des fois, je réponds pas. On me rappelle pour me dire, mais tu réponds pas. J'ai dit, il faut savoir. Ou je réponds, ou je vous laisse écouter son morceau. Derrière, j'ai d'autres projets. J'ai lancé une plateforme de streaming. Elle s'appelle Dido. Ce qui s'était passé, c'est que j'avais sorti mon album en 2010. En 2011, je l'ai mis sur les plateformes. Mais ça n'avait aucun impact sur le continent. Je m'étais dit, en le mettant sur les plateformes, j'ai plus besoin de faire des CD et d'essayer de les distribuer partout en Afrique. Mais quand je voyageais en Afrique, je voyais que voilà, iTunes, ça sonnait pas. Les gens, ils n'ont pas iTunes, ils n'ont pas Spotify, ils n'ont pas Deezer. Et on s'est dit, pourquoi ne pas créer une plateforme qui s'adapte au marché local, au marché en tout cas africain, avec beaucoup de contenu africain, où les artistes africains sont mis en avant, etc. Donc voilà, ça nous a pris beaucoup de temps, mais voilà, on a travaillé dessus. Et au final, voilà, la plateforme, elle existe, on a 9 millions de titres, on est ouvert sur 8 territoires. La musique n'est pas une science exacte, donc tu peux pas vraiment savoir ce qui va marcher à l'international ou pas. Parfois, on a cru que certaines formules marcheraient à l'international, mais pas vraiment. Et à des moments, voilà, c'est un truc complètement hybride qui sort et qui gifle tout le monde et ça marche. On a souvent eu ce débat dans le rap sénégalais que voilà, on n'arrive pas à s'exporter, ça marche pas, donc les gens sont là, ils indexent la langue ou ils indexent les sons. Mais moi, l'exemple que je donne à chaque fois, je dis, mais quel est le rap qui s'exporte? J'ai dit, il y a deux raps qui s'exportent. Le rap américain et le rap français dans les territoires francophones. Peut-être qu'on va créer un son un jour qui va s'exporter, mais il ne faut pas blâmer le rap sénégalais parce qu'on s'autocritique beaucoup sur ça et je trouve que ça nous met dans un marasme qui n'est pas intéressant en fait. Restons créatifs et voilà. Vieux père, Boudoul, Maguette, Highlander. Daggerson, Buffalo, Highlander. Je suis toujours à fond dans l'ego trip. J'adore l'ego trip. Pour moi, ça fait partie de ce qui te rend compétitif en termes de rap pur et dur. Après, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est faire des albums qui vont rester, en fait. Faire des albums qui vont rester, voilà, bosser ça à fond et être fier de ton projet, quoi. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Après, numéro 1, 2, 3, ça, c'est le public qui décide, mais personnellement, voilà, j'ai dépassé ça, on va dire. Alléluia. Nous partons au Burkina Faso à la rencontre de Madame Nassara, peintre. Je m'appelle Madame Nassara. Je suis la secrétaire du groupement Pebachura, des femmes peintres de la cour royale de Tiébélé. Ce village existe depuis très longtemps. Depuis toujours, on peint les maisons,
Premièrement, c'était pour protéger les maisons contre la pluie. Le travail, il est scindé en 2 groupes. C'est l'homme qui est chargé de la construction des maisons. Et après, c'est la femme maintenant qui est chargée de protéger cette maison pour qu'elle dure longtemps. Ce sont des protections. La peinture des maisons, ça se transmet de mère en fille et de mère en belle-fille. Il y a 3 sortes de maisons. Il y a les maisons en forme de 8, comme celle-ci, on l'appelle la case mère. La case traditionnelle rectangulaire pour l'homme et sa femme. Et la 3e, c'est pour le célibataire, c'est la case ronde avec un toit en paille. Et dans le temps, les petits-fils restaient toujours avec les grands-parents dans la case mère. Et c'est là les filles reçoivent une éducation par rapport à ces symboles-là. Chaque symbole a sa signification. Par exemple, vous avez les triangles que vous voyez, on les appelle des morceaux de calebasse. La calebasse, c'est un ustensile de cuisine qui est très fragile, mais elle est utilisée dans la tradition kassena. Et ces calebasses servaient à donner l'eau à l'étranger qui allait arriver dans la famille. Si le chef de famille veut faire des sacrifices, c'est avec la calebasse qu'il fait les sacrifices. Et si une femme meurt, au 4e jour, on rassemble ses calebasses, ses poteries, et on va sur la route de son village natal et on les casse pour lui dire au revoir, pour qu'elle puisse s'en servir à l'au-delà. Ici, ce sont les ailes de l'épervier. L'épervier, c'est un prédateur de la volaille. Donc, il faut les protéger. Donc, pour attirer l'attention des jeunes garçons, parce que comme on n'a pas de papier pour conserver ça, il faut graver ça sur les murs. Et au fur et à mesure, vous leur montrez qu'est-ce que ça signifie. Aujourd'hui, de nos jours, on écrit dans les livres, mais il n'y avait pas de livre à ce moment-là. Donc c'est pourquoi ils ont décidé de mettre ça sur les murs. C'est de l'art, ce n'est pas de la décoration, c'est de l'art. Puisque dans le temps, nos arrière-grands-parents n'avaient pas fait ça, nous, on n'allait pas voir ça. Puisqu'il n'y a pas un document où ils ont écrit. Ils n'avaient pas de document. C'était sur les murs, il faut mettre ça. Donc c'est pour ça que c'est resté pendant longtemps. Et nous, notre génération ici est venue trouver ça. Maintenant, c'est à nous aussi de tout faire pour que les générations à venir puissent venir trouver. Dans le cas contraire, ça va disparaître. Il y a le lézard qui est là, qui est gravé aussi sur les murs, parce que le lézard, et quand on construit les nouvelles maisons, il faut d'abord qu'un lézard habite la maison. Si tu termines la maison au bout de quelques jours, tu rentres et il n'y a pas de lézard dans la maison, on se dit que la maison est maléfique. Dans ce cas, ils vont aller chercher le pourquoi chez des sorciers, soit c'est le grand-père qui veut une poule, c'est la grand-mère qui veut une pintade, ceux qui sont déjà morts, quoi. Et donc, ils viennent, ils font des sacrifices. Mais s'ils font ça et que le lézard n'habite pas la maison, on démolit la maison, une partie de la maison, et on reprend. Et après, maintenant, on va voir qu'il y a un lézard qui va habiter la maison après que tu habites dedans. Les toutes nouvelles maisons,
À chaque fois, il y a un lézard qui l'habite avant ceux qui doivent l'habiter. Ici, vous avez notre maman Kaye Tintana, la maman qui nous a appris à faire la peinture murale. Dans le village, c'est elle qui a appris aux femmes à faire les décorations. Pour nous, c'est très important de transmettre parce que de nos jours, cette tradition a tendance à disparaître. Les jeunes femmes ne sont plus intéressées. Puisque une maison en terre comme ça, c'est du travail, c'est du boulot. Il faut le faire tous les ans ou toutes les 2 années. Pour ne pas se fatiguer, il préfère faire sa maison avec du ciment ou du goudron et puis ça va tenir pendant longtemps. C'est difficile de les convaincre, mais petit à petit, je pense qu'on va y arriver. Cap sur la Côte d'Ivoire pour retrouver la petite Zota, danseuse. Je suis Ange Patricia Canon à l'état civil et mon nom d'artiste c'est la petite Zota, danseuse de l'artiste ivoirien Serge Beno. La danse pour moi c'est quelque chose d'inné. Je suis née avec ce don et je me suis lancée dans ce domaine depuis toute petite. Dans les débuts, c'était vraiment difficile parce que mes parents n'acceptaient pas ce métier, cette passion. Ils avaient vraiment peur que je me lance dans ce domaine parce que pour eux, ça n'allait jamais me payer. Mes parents voulaient à tout prix que je parte à l'école, que je suive mes cours, que je sois bureaucrate, comme plusieurs jeunes de mon âge. Et moi, j'ai toujours forcé. J'ai insisté jusqu'à ce que ma mère comprenne que c'était vraiment ce que je voulais. Aujourd'hui, je suis épanouie parce que cette passion s'est transformée en un métier. Moi, je ne fais que de la danse. Je ne vis que pour la danse. Et maintenant, ils sont fiers de moi. Tout le monde est fier de moi parce qu'ils ont vu que c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu. Donc, du coup, ils me soutiennent maintenant. Tu sais, c'est l'Afrique, hein? Une fois qu'une personne sort du lot, il y a toute la famille qui compte sur cette personne. Voilà. Moi, je suis de Yopougon, en fait. Donc, à Yopougon, il y avait la rue Princesse dans le temps qui donnait vraiment. Donc, j'étais tout le temps à la rue Princesse. Ça me faisait plaisir de voir d'autres danseurs, de me mettre avec eux pour danser dans la rue. À Yopougon, on danse tout le temps. Une fois qu'on écoute une chanson quelque part qui vraiment nous intéresse, c'est parti. Tout le monde danse. I've never known a girl like you before. For all I've ever wanted and much more. Your love is poison, there's ice in your veins. The kiss that bewitched me has trapped me in chains. I try to fight it, but baby,
Yopougon, c'est la cité des stars. Yopougon, c'est la cité de la joie. Petit à petit, je suis rentrée dans le grand monde du showbiz ivoirien. Serge Beno, chanteur. La première fois que j'ai vu Zota danser, on était dans un spectacle où elle dansait avec une autre artiste qui s'appelle Nelly Juma. Moi, j'étais dans le backstage et je la voyais à l'écran. Franchement, je suis tombé sous son charme. Le premier jour, la première fois où je l'ai vu. Serge Beno, il est comme mon deuxième père. Oh oui, il est comme mon deuxième père. Il y a plus d'affinité entre lui et moi parce que je suis l'une des danseuses avec qui il a vraiment travaillé longtemps. Voilà, donc du coup, ça n'a rien à voir avec le travail, mais hormis le travail, c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup, qui me donne des conseils. Plus on évolue, la relation aussi a évolué, donc aujourd'hui, elle me prend comme son père. Je pense que ça vient du fait aussi que sa mère me l'a confié. Elle m'a dit, prends ma fille comme ta fille, éduque-la. Donc on a une relation beaucoup plus profonde au-delà du travail. Quand je crée une chanson, j'ai à peu près ce que je veux. Après, je l'appelle et elle voit le truc. Elle sait donner son expertise par rapport à ceci, par rapport à cela. Elle me donne des idées. Et puis bon, après, avec tout le groupe, on trouve le pas qu'il faut pour la chanson. Plus le temps passe, elle devient encore, comme on dit chez nous, elle devient encore plus dangereuse. Voilà. Donc là, tu vois, à un moment, elle a commencé à prendre du poids, tout ça, on commence à s'inquiéter, on s'est dit, est-ce qu'elle pourra danser comme avant? Mais tu as l'impression que plus elle prend de poids, elle s'améliore en fait. En fait, c'est pas que Zota, c'est pas que tu dois prendre encore du poids, faut diminuer un peu, mais en tout cas, elle gère. Je suis déjà musclée à la base. Je ne veux pas de sport pour me muscler, parce qu'avec ce que j'ai fait à la danse, là, c'est pire. La danse du coupé décalé, c'est un mélange de danse de rue. Il y a de l'hip-hop dedans, il y a un peu de jazzé, il y a un peu de tout, quoi. Un peu de ndombolo, tout est regroupé en un seul. Mais nous, ce qui fait notre particularité, nous les danseurs ivoiriens, c'est que nous dansons avec beaucoup d'énergie. Voilà. Nous, notre style de danse demande du corps. Ça demande beaucoup de physique, beaucoup d'énergie. Donc ça fait que juste après, on a besoin de respirer beaucoup parce qu'on fournit trop d'efforts. Il y a une chorégraphie d'ensemble. Donc lorsqu'on finit la choré d'ensemble, il faut que chacun vienne démontrer son savoir-faire. Donc quand tu finis là, tu es vraiment cassé. Mais le pire, c'est que quand les fans ne sont pas satisfaits et qu'ils demandent encore bisser, ça fatigue. Mais tu es obligé de leur faire plaisir. Moi, la scène, c'est mon monde, c'est mon univers. Donc, quand je suis sur la scène, je suis tellement libre que je donne tout, quoi. Bonjour, je peux avoir super 5000. Super. 5000, s'il vous plaît. Le Cameroun, ils sont vraiment chauds. Les Camerounais, ils sont au top. Bon, les Ivoiriens, c'est la base. Ça, c'est mon pays normal. Mais après les Ivoiriens, le public qui est vraiment au top, vraiment chaud, c'est le Cameroun. Et à part ça, vous, est-ce que vous aimez le coupé décalé? On a su valoriser la danse ici parce que dans les débuts c'était vraiment difficile. Aucun parent ne voulait voir son enfant danser parce que pour eux la danse c'était quelque chose qui ne servait à rien. Et nous on a su montrer à d'autres parents que la danse c'est un métier comme tout autre métier. Mon plus grand rêve c'est d'ouvrir une grande école de danse ici en Côte d'Ivoire pour partager mon savoir-faire
ici et puis peut-être ailleurs. Ma priorité, c'est ici, à Abidjan. Liberté. Parce que quand je danse, je me sens libre. Je me sens vraiment épanouie. Aussi le game. Juggle de Suisse. Orange vous a présenté Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.